Mais c'est vraiment une discussion autour de le modèle de Fab Lab. Qu'est-ce que c'est exactement pour moi, d'un point de vue d'une expérience personnelle? Puis en quoi ce Fab Lab-là peut devenir un moteur. Moi, je le place vraiment au centre de l'idée de cette fameuse Fab City. Donc, je vais essayer, par le biais d'une petite présentation, de vous prouver mes arguments autour de la pertinence de ces espaces-là. Autant au niveau, comme je vous dis, c'est un point de vue très personnel que je vais vous partager. C'est un peu mon processus au travers de tout ça. Tant mieux, Daphné, je suis bien content de l'entendre. Mais c'est ça. Donc, je veux vous faire un petit témoignage. En fait, c'est ça que c'est un petit témoignage sur la pertinence des laboratoires de fabrication numérique, Fab Lab, Makerspace ou autres, sur autant le développement personnel, mais aussi sur le développement d'une société apprenante et résiliente. Et toute ma job, je vais m'introduire un petit peu dans quelques secondes, mais ma job depuis bientôt la dernière décennie, ça fait déjà 8 ans que je suis ici à coordonner le laboratoire EcoFab chez Communautique. Puis ma job, c'est un peu de faire un sens aussi au point de vue économique, je veux pas, comment garder ces espaces-là ouverts, puis comment les faire vivre de façon qu'on soit bien, puis qu'on ait un salaire, puis une certaine sécurité d'emploi, etc., etc. Donc, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup, parce que j'en ai fait un peu ma carrière, les Fab Labs, vous allez vite vous en rendre compte. Puis, bien sûr, j'aimerais que ça reste dans le temps. Donc, l'aspect un peu, sans dire le mot lucratif, mais l'aspect de viabilité de ces espaces-là m'intéresse énormément. Et je pense que dans le monde d'aujourd'hui, pour être viable, le Fab Lab se doit d'être justement résilient et durable. Et je ne pense pas qu'on doit monter des modèles d'affaires qui sont autour d'une offre. Je ne peux trop rentrer là-dedans, mais l'idée que j'essaie d'amener, c'est que le Fab Lab doit rester au service du citoyen et doit rester au service d'une société qui va vers l'avant, et ne doit pas se dénaturer au travers de ça. Bonjour Marc. Donc, Marc, comme que je disais, n'hésite pas à nous jaser ça si tu veux, ça va me faire plus que plaisir. Donc, je vais commencer mon petit PowerPoint. Comme je vous dis, c'est un témoignage. Okay? Je vais vous raconter une histoire en particulier qui m'a un peu fait réaliser le Fab Lab et le potentiel du Fab Lab. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'en est un que je trouve intéressant à raconter, en fait. Donc, c'est ça. On va prendre notre temps, ça va prendre le temps qu'il faut, puis tout va bien. Donc, avant tout, qui je suis, parce que je ne pense pas connaître tout le monde. Quentin, je te connais. Marc, je te connais. Mais Daphné, le Templier, est-ce que je te connais? J'ai pas l'impression qu'on s'est déjà croisés. Dans le fond, je peux peut-être dire quand même un petit coucou. Mais moi, je travaille avec le collectif Solon Oui. à la coordination des projets de transition dans un cycle et notamment autour de l'espace des possibles, donc notre tiers-lieu sur la jeunesse. D'où le lien et mon intérêt pour la thématique aujourd'hui. Extraordinaire. Ben, c'est un vrai plaisir de te rencontrer. Puis, t'es plus que la bienvenue de nous voir au laboratoire un moment donné en présentiel, là, pour que tu vois un peu de quoi ça a l'air pour de vrai. Là, ça va te faire vraiment. J'adorerais ça, vraiment. Bon, ben, c'est confirmé. Super. Puis, Mélance, non plus, je ne crois pas te connaître, mais Mélance, je crois comprendre que tu es sur mute pour de bon. Que je me trompe. Mais bon, je vais me présenter quand même un petit peu, là, même pour Marc et Quentin, ça peut peut-être être utile. Qui suis-je? Bon, premièrement, j'ai mis comme des titres, puis je me disais, coordonnateur, membre fondateur, voilà, je me trouvais un peu snob. J'ai mis une photo de moi qui est un petit peu plus dans mon état naturel, un maker avec des bottines, puis let's go. Mais quand même, j'ai quand même une certaine pertinence, je pense, dans l'univers dans lequel on évolue. Donc, je suis François Auclair, coordonnateur d'EcoFab, donc le premier Fab Lab du Canada, qui a été homologué par l'MIT au Canada. Donc, depuis 2015, ça fait déjà 8 ans que j'évolue au travers de cet écosystème-là. Bien sûr, mon titre et mon mandat ont évolué avec le temps, mais vous allez vite vous rendre compte que j'ai un peu écrit mon personnage au travers du Fab Lab. Vraiment, ça a été pour moi, cet espace-là était un espace extrêmement révélateur au point de vue personnel.
C'est comme ça que je me suis trouvé, puis c'est grâce à ces espaces-là que aujourd'hui, je suis fier de dire que je vis à mon plein potentiel. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup partager. Je suis très transparent par rapport à ça parce que je pense que vraiment, c'est un espace qui est venu me toucher droit au cœur. Puis, je pense que ça peut en chercher plusieurs de cette même façon-là, avec ce même genre de parcours-là. Donc, pour moi, le Fab Lab, je vais le dire avant tout, là, pour moi, le Fab Lab, c'est un révélateur de potentiel insoupçonné, si vous voulez. C'est tout le talent gâché. Pour moi, c'est la chose la plus triste sur la planète, là, c'est de voir les gens qui ont un potentiel infini, mais qui ne savent pas comment en le développer ou même qui sont pas au courant que ça existe. Pour moi, des espaces tiers-lieux, des espaces un peu alternatifs comme le Fab Lab permet vraiment, vraiment de développer son plein potentiel. Puis pour moi, c'est majeur. Donc, comme je vous dis, ça fait 8 ans que je suis chez EcoFab. Mon rôle premier étant vraiment le support, mon rôle initial étant vraiment l'aspect machine. Hein. Donc, tout ce qui est machine, technologie, design, j'ai une certaine facilité avec tout ce qui est techno. Hein. Je suis un peu un geek. Donc, dès qu'on me donne une machine dans les mains, je suis capable de la réparer ou de la faire fonctionner ou de fabriquer des choses avec. Je ne suis pas, par contre, dans l'espace, la personne qui va designer le produit final. Hein. Moi, c'est pas tant le produit qu'on fait avec la machine, c'est vraiment la machine en tant que telle. Donc, bien sûr, j'ai une capacité à designer, puis à penser à des idées, des choses comme ça. Par contre, je me retrouve vraiment dans mon élément quand que je suis dans le lab à entendre du gros bruit sonner, puis à réparer des affaires, des trucs comme ça. Okay? Je suis aussi fier membre fondateur et vice-président de la coopérative de solidarité Fab Lab Québec. Donc, on a officiellement, Fab Lab Québec est une plateforme qui existe depuis déjà 2011, qui est arrivée en même temps que le laboratoire EcoFab, finalement. Par contre, en 2019, on a décidé de vraiment concrétiser la plateforme sous forme de coopérative de solidarité. Donc, Fab Lab Québec est maintenant une entité en soi qui est super intéressante à mon sens parce que, bien sûr, les Fab Labs, comme je le disais au début, il y a une question de viabilité de ces espaces-là, mais il y a aussi une question de… Fab Lab est un mot qui est parapluie, veut pas, là, dans le sens qu'on a des espaces de toutes les couleurs, de tous les genres qui vont vouloir se nommer Fab Lab. Et pour moi, ça, c'est un plus-value. C'est pas négatif ce que je dis là. Au contraire, c'est très positif. Le Fab Lab, je pense qu'il se regroupe, il se retrouve surtout dans un cercle de valeurs qui est vraiment axé vers l'échange et le partage, etc., etc. Et donc, la coopérative se veut un peu de devenir un cercle de discussion, si vous voulez, autour de la promotion de ces espaces-là, le rayonnement de ces espaces-là, mais aussi un peu la résolution de défis au travers de ces espaces-là. Bien sûr, il y en a beaucoup. Puis un peu la mise en commun de différents projets qui se font, etc., etc. Donc, bien content de faire partie de la coopérative. Depuis sa fondation, je joue le rôle de vice-président. Bien sûr, vice-président, ce terme-là est un peu… moi, je ne traite pas là, vice-président, là, dans le sens que c'est comme si je me mettais sur une échelle. Là, c'est parce qu'on se doit d'avoir des titres d'administrateurs comme ça. Ultimement, on se partage vraiment les tâches. C'est une coopérative qui est vraiment à l'image des Fab Labs, donc qui est vraiment très organique et qui se veut apprenante en elle-même, la coopérative en elle-même est très apprenante et on évolue au travers de ça. D'ailleurs, on est accompagné de Marc Lemaire qui a siégé aussi sur le conseil d'administration l'année passée, si je ne me trompe pas, Marc. Puis, je suis bien content d'avoir avec moi aujourd'hui, bien sûr. Sinon, pour ceux qui sont un petit peu plus au courant de l'univers des Fab Labs, on a des programmes. Dans l'univers des Fab Labs, il y a des programmes internationaux qui se donnent. Donc, il y a le programme du Fab Academy et le programme du Fabricademy, dont je suis diplômé et instructeur. Ces deux programmes-là sont, pour moi, une très, très belle façon de faire, comme je disais tantôt, rayonner le potentiel des gens. Ce sont des programmes très intensifs qui se passent, bien sûr, dans la scène anglo, parce que c'est un programme international, mais où est-ce qu'on va regrouper dans le cas du Fab Academy, au-dessus de 200 laboratoires là, sur la planète qui vont donner la classe. Et c'est dans la finalité de vraiment développer ses compétences en électronique, mais aussi en toutes les formes de processus de création comme moulage,
Oui, moi, je perds mes mots, là. Mais on va voir vraiment toutes les techniques, les procédés, les équipements qu'on va retrouver dans un Fab Lab. Le Fabricademy est très semblable dans sa structure. Par contre, s'intéresse plus à la matérialité souple, donc vraiment l'univers du textile. Attention, je dis textile et non mode. Ce n'est pas tant le design de mode. Ça peut l'être aussi, on peut en prendre comme ça, mais moi, c'était pas ça qui allait me chercher. C'est plutôt l'idée que justement la matière était une matière souple, ce qui peut être super intéressant dans une optique de design. D'ailleurs, encore une fois, Marc est aussi diplômé de Fabricademy. Donc, je le regarde par la fenêtre. Donc, il était un de nos étudiants en 2018. 2018, ouais. Bon, EcoFab, là, je vais vendre ma petite salade, mais c'est quand même super intéressant. Moi, je travaille beaucoup à essayer de rendre ces deux programmes-là de façon distribuée, si vous voulez. Ce sont des programmes qui sont, à mon sens, très, très, très valides et pertinents. Par contre, pour le moment, on est la seule classe au Canada à les offrir. Il y a une classe à Vancouver aussi pour le Fabricademy. Mais c'est ça, il y a très, très peu de classes et bien sûr, ça fait en sorte que c'est difficile un peu à offrir. Il y a toute une question de coût aussi relié à ça, etc., etc. Donc, j'essaie de faire en sorte que plusieurs espaces puissent faire une coalition, si vous voulez, autour du programme pour pouvoir diminuer un peu la charge d'un laboratoire pour plutôt la rendre de façon distribuée. Donc, voici à date ce que j'ai. C'est un peu moi. Sinon, de façon plus, pas cliché, mais plus classique, je suis quelqu'un de très curieux. J'aime beaucoup, beaucoup apprendre. Chose que j'ai découvert au travers des Fab Labs. D'ailleurs, j'haïssais l'école pour mourir. Enfin, je pensais pas que j'aimais apprendre, mais non, j'aime beaucoup apprendre. Puis, je pense que j'aime résoudre des problèmes, etc., etc. Donc, mes hobbies, un peu toutes les sphères de ma vie tournent autour du monde de la fabrication, littéralement. Donc, ça me parle beaucoup tout ça et j'espère que je vais réussir à vous partager mon enthousiasme et ma passion de travers ça. OK. Excusez-moi, je vais passer à la prochaine slide. Je le répète, là, je sais que vous le savez, mais s'il y a des questions, des commentaires, des quoi que ce soit, vous débarrez votre micro et vous me jasez ça, s'il vous plaît. Ça va me faire plus que plaisir. OK. Je fabrique, donc j'ai essayé de trouver des petits titres cute pour ma présentation. J'espère que ça va vous plaire. Mais bon, ultimement, je l'ai déjà un peu partagé, mais pour moi, juste vraiment condenser, c'est quoi un Fab Lab? Vous allez voir, je vais arriver à la Fab City. Je sais qu'on est au Fab City Campus, je vais y arriver à la Fab City, OK? Mais pour moi, c'est vraiment important de positionner le Fab Lab là-dedans. Donc, pour moi, un Fab Lab, c'est quoi? Ben, premièrement, c'est un espace d'échange qui est centré autour de communautés. Les communautés, des fois, sont ciblées, des fois, non, c'est juste carrément ouvert. Ça peut être monsieur, madame, tout le monde. Des fois, c'est des cercles qu'on va viser. Mais c'est vraiment l'idée qu'on est dans une communauté apprenante. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a la réponse, puis quelqu'un qui a la solution. C'est pas ça, c'est pas cette dynamique-là. C'est vraiment plutôt une dynamique d'échange et de partage. Et bien sûr, ça vient beaucoup. Moi, ça me parle, ce genre de façon de se challenger entre nous et d'apprendre comme ça. C'est des espaces aussi où est-ce qu'on va, c'est pas, je veux dire, la privatisation de la propriété intellectuelle reste quelque chose dans le monde du Fab Lab. On n'accuse pas ça, rien de tel, là. Mais, veut pas, juste intrinsèquement par la dynamique qu'on va retrouver dans ces espaces-là, ce sont des concepts, la propriété intellectuelle, la privatisation, etc., qui sont souvent remplacés et on encourage aussi, veut pas, ce remplacement-là par une dynamique de partage et d'apprentissage par les pairs. Okay? Donc, je me répète un peu, mais ça reste super important de comprendre que dans le développement d'un produit, quelle que soit son échelle, peut-être que ça va être une entreprise qui va démarrer de ça, peut-être que c'est juste un jeune secondaire qui est en train d'apprendre à faire, je ne sais pas moi, de la robotique. L'idée n'est pas de s'approprier les connaissances, mais vraiment plutôt de les mettre sur table puis de les partager. L'idée de ne pas réinventer la roue, mais construire une charrette avec 4 roues à la place. Je ne sais pas si ça fait du sens ce que je dis, mais c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup en Fab Lab et ça fait en sorte que sans nécessairement avoir besoin de diplôme ou d'études ou de quoi que ce soit, on peut être très rapidement valorisé dans ce qu'on sait déjà et dans ce qu'on est en mesure de recevoir comme information. Pour moi, c'est une lacune dans le système éducatif actuel, c'est la valorisation. Je pense que tout est fait sous formule un petit peu trop cadrée, carrée.
où est-ce qu'on oublie d'être fier, on oublie de prendre en compte un peu ce qu'on apprend, puis plutôt on est tout le temps sur un cycle infini d'examen, examen, examen, puis à la fin, tu as le diplôme. Donc, c'est quelque chose que moi, je suis assez à l'aise à critiquer. Comme je vous dis, j'étais pas un scholar, j'ai jamais aimé l'école. Puis pourtant, comme je vous dis, rendu au Fab Lab, qui est une autre forme d'école en mon sens, je me suis tout de suite retrouvé, puis je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un d'intelligent. C'est vraiment important. Je vous l'ai dit, c'est un témoignage, c'est personnel ce que je dis. On est venu là-dedans. Dans le Fab Lab aussi, les usagers peuvent développer leur potentiel en mettant en profit leur curiosité et leur ouverture d'esprit. Donc, parenthèse là-dessus, pour moi, le Fab Lab, puis croyez-moi, ça fait 8 ans que j'accumule des statistiques au travers du monde des Fab Labs, c'est un milieu où est-ce qu'on retrouve naturellement une parité dans toutes les sphères, hein, parité des sexes, parité des ethnies, des races. Excusez-moi, c'est pas le bon mot, je suis vraiment désolé, c'est pas correct de dire ça, mais je suis un peu stressé, j'ai pas le mot qu'il faut. Parité des groupes d'âge aussi, hein, on va avoir autant des jeunes que des plus vieux. Il y a une espèce de synergie puis une espèce d'homogénéité dans l'univers des Fab Labs qui nous plonge dans un univers de solutions plutôt que de problèmes. Et ça, je trouve ça particulièrement encourageant. Bien sûr, quand on est envahi par le doom scrolling et un peu l'univers dans lequel on vit aujourd'hui, où est-ce que tout semble mal aller, autant au niveau écologique qu'au niveau humain qu'au niveau... c'est épeurant des fois. Quand on se retrouve dans le Fab Lab, c'est drôle parce que les mêmes discussions prennent un narratif complètement différent. Où est-ce que soudainement, ces discussions-là sont autour de pistes de solutions et d'innovations qui se font, de vraiment le discours est positif par réflexe dans l'écosystème des Fab Labs. Et moi, ça me rassure beaucoup. Puis je pense pas que ce soit non plus une façon de se mettre le voile sur les yeux. Au contraire, je pense juste que c'est une façon de voir l'information, de traiter l'information qui est différente que ce qu'on vit à l'extérieur de ce genre d'espace-là. Donc, ça me parle beaucoup aussi, ça. Okay? Et j'arrive à ma petite histoire. Apprendre en faisant une histoire vraie. Okay? L'idée que je veux vous partager aujourd'hui, c'est une expérience que j'ai vécue en 2017. Et c'était l'idée de tenter chez EcoFab, pour la petite histoire, EcoFab est un laboratoire Fab Lab, OK, on est assez vieux, on a une dizaine d'années aujourd'hui, on est en 2011. Puis en 2017, on a eu l'intention de commencer à prototyper un laboratoire qui se ferait pas encore en milieu rural, on n'était pas rendu là, mais qui voulait un peu prototyper l'idée de ça serait quoi un laboratoire de fabrication numérique en dehors des zones urbaines, plus comme on l'entend. Puis à l'époque, on a eu la belle opportunité d'avoir un beau local de 5000 pieds carrés, là, quand même assez costaud, dans la zone de Boscoville. Donc, je ne sais pas si ça vous sonne une cloche pour certains, Boscoville, Saint-Jean-de-Bosco. C'est un site, c'est un site dans l'est de la ville de Montréal. C'est sur l'île, mais c'est dans l'est de la ville. C'est sur la ligne entre Rivière-des-Prairies et Pointe-aux-Trembles. C'est vraiment à l'est, au bout. Puis, ce site-là est un ancien camp de vacances, pensionnat, prison pour jeunes. C'est pas très clair pour moi, mais à ce qui paraît, ceux qui ont l'âge de mes parents savent tous très bien c'était quoi Saint-Jean-de-Bosco. Mais bon, c'est un site assez magique, okay? Je ne vous le cacherai pas d'un point de vue d'infrastructure. C'est 9 gros bâtiments qui sont un peu comme dans la forêt, genre. Puis c'est super beau, puis il y a un mix entre la faune et la flore et l'humain. C'est assez particulier de retrouver ça dans la ville de Montréal. Mais l'Est, c'est une partie de la ville qu'on ne connaît tous pas beaucoup, mais beaucoup d'entre nous ne connaissent pas du moins. Mais vraiment, là, je vous jure, on avait et vous voyez un peu les photos, j'ai mis des photos laissez-moi juste voir pour vous montrer un peu. Vous voyez, ça, c'était la route pour s'y rendre. Puis là, on arrivait, on prenait un petit chemin, puis c'est vraiment spécial, c'est vraiment particulier. Puis, c'était beau. C'était franchement beau. Ça nous attirait beaucoup un peu l'aspect qu'on avait un ruisseau, on avait la rivière de Péry, on avait de la forêt, on avait du marécage, on avait vraiment tout un écosystème qu'on pouvait commencer à travailler. Et on allait s'installer là pendant un moment pour essayer de prototyper un laboratoire. Quand je dis on était 2. Il y avait moi et il y avait ma chère collègue Annie Ferlat. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Annie est
on est bras droits l'un de l'autre. Là. Ça fait pas mal, est arrivé pas mal en même temps que moi. On est les deux coordonnateurs d'EcoFab. C'est vraiment avec elle que j'entreprends tout. Une excellente collègue de travail. Et j'étais bien content d'aller vivre cette expérience-là avec elle. Et quand Annie et moi, on est arrivés à Saint-Jean-de-Boscoville, il n'y avait rien. Quand je dis rien, là, j'espère que la photo le montre bien. Là. Déjà, là, c'est quelques jours après notre arrivée, parce qu'il y a quand même du bois qu'on voit. Là. Mais on n'avait pas de meubles, on n'avait pas d'électricité, on n'avait pas de plan de match. On n'avait vraiment pas grand-chose, finalement. Okay? Puis l'idée, c'était vraiment de prototyper un laboratoire de façon localisée. Hein? Comment on fabrique un Fab Lab sans se mettre trop dans le trou ni quoi que ce soit. Okay? Puis, ce qu'on a fait, pour commencer, on s'est acheté une grosse machine. Okay? C'est la première chose qui est rentrée dans l'espace après l'électricité. C'est une grosse CNC 4 par 8 pieds qui, dans notre stratégie, avait vraiment l'intention de produire nos meubles. On allait devenir nous-mêmes des fabricants de meubles. Et ça peut être petite chose à dire pour certains, mais croyez-moi que quand vous avez 5000 pieds carrés à meubler pour un laboratoire qui va recevoir dans quelques mois des classes scolaires, on doit avoir de la place, ça doit être sécurisé, ça doit être blablabla. C'est un travail astronomique et un travail aussi super intéressant. Et je vais vous pourquoi. Donc, on avait des meubles à construire. On a recherché un peu qu'est-ce qui existe. Bien sûr, on ne peut pas partir de zéro non plus parce que là, ça serait comme un peu trop intense. Là. Donc, on est allé voir un peu ce qui existait, puis on a trouvé OpenDesk. OpenDesk est un, je ne sais pas si je peux dire le mot organisme, mais est une initiative du moins européenne qui fait la promotion de meubles distribués, finalement. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils engagent des designers pour designer des meubles à partir de matières qui est facilement accessible pour tous, donc du contreplaqué Meurisier-Russe, c'est standard. Et vous avez le choix sur leur plateforme, soit d'acheter le meuble ou de télécharger les plans et de vous-même le construire ou de trouver un sous-traitant pour vous le construire. C'est super intéressant, puis on pourrait en parler longtemps de OpenDesk parce qu'il y a toutes sortes de critiques autour de cette initiative-là, parce qu'entre autres, ils ont comme enlevé l'aspect téléchargement de fichiers. Je vais juste faire une mini parenthèse par rapport à ça, surtout pour Marc, parce que je sais que Marc il va vite comprendre ce que je vais dire. Pour les autres, je ne sais pas trop, là, mais Quentin aussi. Là, en faisant ma petite présentation, c'est comme moi, je parle-tu d'OpenDesk, même si on ne peut plus télécharger leurs fichiers ou quoi que ce soit. Mais sachez que il y a dans le monde de la propriété intellectuelle, il y a ce qu'on appelle les licences CC, qui sont des licences très proches ou carrément libres de droit. Puis le CC, quelque chose de super intéressant, puis ça rejoint bien le monde du Fab Lab et de la fabrication distribuée, c'est que une fois que moi, je décide de présenter quelque chose, puis je le mets sous formule CC, je mets l'étampe CC, je ne peux pas retirer le fait que c'est libre de droit. Et je ne peux pas décider de changer ça, de casser ça. Là, sur le site de OpenDesk, présentement, on ne les retrouve plus, les meubles. Les meubles, on ne peut plus les télécharger. Par contre, ils restent libres de droit. Donc, c'est tout à fait, moi, je les partage sur mon GitHub. Il y a une communauté ahurissante de gens qui partagent les fichiers qui ne sont plus disponibles sur la plateforme immédiate, mais qui les partagent sur leur propre plateforme pour continuer à pousser cette initiative-là, puis pour pouvoir permettre aux gens de continuer à fabriquer leurs propres meubles à partir de leur design. Okay? Donc, il y a quand même cette idée-là dans le monde du open source, c'est super intéressant de voir les collectifs. Les collectifs qui travaillent ensemble à faire survivre une idée. C'est un peu niaiseux, c'est un exemple un petit peu qui vous rejoindra peut-être pas du tout, mais un autre milieu dans lequel on retrouve beaucoup cette idée de faire survivre les idées. C'est dans le monde du jeu vidéo, étonnamment, surtout le jeu vidéo rétro, là, où on parle des vieilles Nintendo, etc., où est-ce que les gens vont bâtir des collections ahurissantes de freeware, donc là, il y a toute une question sur est-ce que c'est de la piraterie ou c'est de l'archivage ou quoi que ce soit, mais reste que, pour moi, du moins, c'est important de quand il y a
quand un organisme ou une entreprise, quoi que ce soit, décide d'abandonner un produit, bien, qu'on s'assure de sa survivabilité quand même, parce qu'il y a quand même du travail qui a été fait. Il y a des gens qui ont apprécié le produit, puis il y a des gens qui ont vécu le produit. Donc, il y a tout cet aspect-là aussi qu'on va retrouver beaucoup en Fab Lab, hein, l'archivage, la documentation et tout ça. Et pour moi, c'est très, très important. C'est plus important qu'on peut le penser. On le sait, moi, dans ma job, je travaille beaucoup avec toutes sortes d'artisans, avec le Conseil des métiers d'art du Québec. Puis, un des défis avec l'artisanat aujourd'hui, c'est le passage des connaissances parce que c'est des milieux très confrontants parce qu'on veut garder notre technique pour soi, parce qu'on veut pouvoir faire notre art puis pas la vendre, perdre le contrôle sur ce que nous, on fait. Par contre, il y a cette idée-là que si on veut que l'art continue de vivre, mettons, je parle d'un vitrier, mais là, les vitriers, il n'y a plus d'église. Il n'y a plus d'église pour financer ce métier-là. Donc, comment ils font pour survivre? Ben, là, tu viens dans un marché très niche, tel, ça devient difficile. Fait inévitablement, il y a cette idée de partager tes connaissances, parce que si tu veux faire un modèle d'affaires, il faut que tu aies des gens qui s'intéressent à tout ça. Donc, en tout cas, là, je me perds un peu dans mes mots, là, excusez-moi, mais il y a quand même cette idée-là de, pour moi, le transfert des connaissances est absolument primordial pour un avenir meilleur. Okay, je vais dire. Bon, je continue. OpenDes, autre chose intéressante, tous leurs designs sont faits avec une idée de quincaillerie minimale. Donc, c'est surtout des assemblages qu'on appelle press-fit. Donc, c'est vraiment un peu comme des jointures japonaises, pour ceux qui connaissent le travail du bois un peu. C'est assez de base, là, le type de travail de bois qu'on a à faire là-dedans, mais reste que très, très peu de quincaillerie. Donc, encore une fois, très facile à s'approprier, à construire par nous-mêmes, etc. Bon, c'est pas de open source. Mais le problème qu'on avait quand on est arrivé à faire les meubles en tant que tel, c'est que, bon, ben, c'est bien beau, mais OpenDesk est une entreprise européenne. Européenne fonctionne avec le merveilleux système métrique que tout le monde, tout le monde devrait utiliser à un moment donné. Mais bon, donc vous avez du bois qui est à 18 mm. Mais nous, par contre, à la maison, aux États-Unis, nous, notre bois provient beaucoup des États-Unis. On se retrouve avec un système impérial. D'un coup, tous les beaux designs partagés, etc., qui étaient super géniaux, ne fonctionnent plus parce qu'on a du 3/4 de pouce et non du 18 mm. Donc, il faut retravailler les dessins, il faut les repenser un petit peu. Et c'est là que je continue à lancer sur le monde du open source. Je pense que vraiment, l'idée de créer un écosystème logiciel qui permet les gens de travailler à l'aide d'outils qui sont non seulement gratuits. L'aspect gratuit ne m'intéresse pas tant que ça, honnêtement. C'est plus l'aspect de développement logiciel où est-ce que les gens peuvent devenir une partie prenante du développement de ce logiciel-là. M'intéresse énormément. Donc, le processus qu'on a utilisé pour les meubles, c'est facile. On a retouché un peu. C'est pas grave, Norberto, c'est juste une excusez-moi, il y a quelqu'un qui fait ça à part. Donc, l'idée vraiment je suis vraiment désolé, l'idée de prendre Inkscape, par exemple, qui est un logiciel de dessin qu'on montre à toutes les communautés dans les Fab Labs. Inkscape est le logiciel par défaut pour tout ce qui est le dessin vectoriel. Autant au niveau artistique, au niveau technique un peu moins, mais je pourrais vous en parler longtemps sur comment on peut le transformer comme étant un logiciel technique. Mais bon, c'est un logiciel qui est majeur, que ça fait 19 ans qu'il est en développement et qui est rentré directement en confrontation au monde du marché du logiciel qui est absolument agressif et prédateur même sur la façon de vendre les logiciels aujourd'hui. Et vous le savez tous, peu importe votre sphère de travail, que vous soyez comptable, que vous soyez designer, que vous soyez quoi que ce soit, vous dépendez d'un logiciel et ce logiciel-là vous prend et vous tient, je m'excuse de l'expression, mais vous tient vraiment par les couilles. Okay? Donc, il y a vraiment une réaction forte par rapport à ça dans le monde du open source et moi, ça m'allume énormément. Donc, le processus était simple, c'était de prendre les dessins des meubles, les modifier sur Inkscape pour faire fitter avec nos épaisseurs de bois. Ensuite, j'utilisais un logiciel qui s'appelle Deepness, qui est lui le bleu ici, là. Deepness qui permet de faire du nesting. Donc, le nesting, c'est quoi? C'est simplement à partir de
d'une feuille de matière, vous allez vouloir placer vos pièces pour gaspiller le moins de matière possible. Okay? Donc, le nesting, c'est simplement l'idée d'optimiser le placement de vos pièces pour diminuer la création de déchets. Et là, moi, j'avais un défi parce que, je ne vous l'ai pas encore dit, c'est un des scoops, mais toute la matière qu'on avait pour les meubles était des déchets résiduels du pôle de l'Est de la ville de Montréal. Donc, on avait en fait, ça nous a permis de développer un partenariat avec Synergie Montréal, qui est un super organisme qui joue un peu le rôle de médiateur entre différentes entreprises pour créer une économie circulaire au niveau de la matière. Donc, nous, on avait des bouts de bois. On n'avait pas des feuilles 4x8 nécessairement. Des fois, on avait des telles formes parce que ça avait été coupé. Là, on était rejeté. On prenait ça. Fait que j'avais besoin de dessiner les formes de bois que j'avais qui étaient un petit peu aléatoires et de les optimiser dans les pièces que j'avais à couper au travers de ça à l'aide d'un logiciel. Et donc là, j'ai utilisé DeepNest. DeepNest qui est fait par un seul individu extraordinaire. C'est vraiment un logiciel. Donc, j'ai pu optimiser ma matière à travers de ça. Ensuite, tout ce qui est le machinage, donc préparer la machine au chemin outil, quel chemin l'outil va prendre à partir de dessin, etc. Et là, tout ça, ça se fait sur un logiciel qui s'appelle FreeCAD. Et là, je vous avoue que j'embellis un peu l'histoire. À l'époque, c'était pas vraiment FreeCAD. Par contre, pour la présentation aujourd'hui, j'ai été bien confirmé que tout ça se ferait aussi bien. Et oui, là, tout à fait, ça se ferait aussi bien. Donc, FreeCAD, encore une fois, est un peu l'équivalent d'un compétiteur à Autodesk ou à Autodesk ou Dassault Systèmes, etc., dans le monde plutôt de la CAD-CAM, qu'on appelle le Computer Aided Design, puis le Computer Aided Machining. Donc l'aspect de ça était fait à partir d'une structure logicielle entièrement accessible à n'importe qui était importante pour moi. Ensuite, bon, mais là, on a commencé à tenter la machine. C'est quoi ça? C'est quoi ça, une CNC? Je n'ai jamais, à cette époque, touché à une CNC, à ce genre de machinerie-là. Et c'est une machine qui veut pas fait peur. Ça tourne à 28 000 tours minute. Ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. Bon, donc, je me suis mis à étudier un peu la machine. Et très rapidement, je vais mettre ça, mais très rapidement, on s'est mis à être en mesure de couper nos tables, commencer à créer nos pièces, créer nos meubles. Et là, ça devient super intéressant parce que tout d'un coup, on a la preuve qu'on est capable de créer du super mobilier. Okay? Et là, ce que vous voyez, ça fait partie des résultats finaux. Et ce mobilier-là est fait, je vous le dis, là, à part le top de table des longues tables, à part ce top-là, c'est du bois acheté, est fait à 100% avec du bois qui provient de déchets résiduels, finalement, de matière d'une autre entreprise qui c'était déjà taille pour eux. On les a pris et on les a coupés. Donc, évidemment, quand on arrive à un résultat comme ça, là, ça a l'air magique. Je vous montre la machine qui marche, puis après ça, ça marche. Il y a eu beaucoup de travail et d'essais-erreurs au travers de tout ça. Et de gens de la communauté qui sont venus nous aider, des ébénistes qui connaissent le bois, des telles affaires, pour nous aider un peu à comprendre le mécanisme de tout ça. Des machinistes aussi, bien sûr, etc. Et là, on se retrouve avec des tables. Tout d'un coup, on peut s'asseoir, puis tout d'un coup, on peut commencer à développer des activités et à penser le laboratoire vraiment. Tout ce que je vous montre se fait sur un temps d'à peu près 3 semaines. On passe on est assis par terre à on trouve quelque chose qu'on pourrait faire à on a des tables. Toutes les entreprises pour nous donner le bois, etc. Pour moi, c'est magique. Ça a été tellement révélateur de voir la beauté du résultat. Moi, j'aime beaucoup les tables, honnêtement. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais moi, je les trouve extrêmement jolies. Et elles sont très pratiques aussi. Bref, ça a été extrêmement révélateur pour moi de créer quelque chose d'aussi concret en aussi peu de temps. Et soudainement, je me suis rendu compte que j'avais peut-être vraiment un intérêt pour l'aspect de machiniste. La CNC, c'est une machine, je vous le dis tout de suite, au Québec, on a 40% des machinistes qu'on a besoin. Okay? Il y a une grosse demande dans l'univers de la machinerie. Aujourd'hui, les entreprises sont prêtes à engager n'importe qui. Ils vont vous payer, ils vont vous former, puis vous allez commencer avec un salaire de 35-36 $ par année. Pour moi, une fois que j'ai vécu ça, ça m'a un peu ébahi qu'on ne parlait pas plus de ça à l'école secondaire ou qu'on n'ouvre pas cette porte-là. J'ai l'impression qu'on a un peu la vision du monde de l'industrie comme étant celle des années 60, où est-ce qu'on se cassait le bras dans la machine, puis c'est en noir et blanc, puis Charlie Chaplin, il est là.
c'est pas ça. C'est plus ça. C'est des écosystèmes de travail qui sont super intéressants, qui vous permettent de travailler des technologies de haute précision. N'importe qui, ben non, beaucoup de gens se retrouveraient là-dedans. Et on a un manque. Donc, je ne comprends pas pourquoi on n'investit pas plus dans des programmes qui poussent les gens à au moins s'y intéresser ou à être curieux à ça, par rapport à cet univers-là. Moi-même, je me suis formé au travers de ça et je vous dis tout de suite, si je perds ma job, mais si à un moment donné, par contre, je veux prendre ma retraite quand je suis vieux ou quoi que ce soit, bien, clairement, je vais essayer d'être machiniste, relax, c'est cool. Les salaires sont bons, c'est plein de potentiel. C'est bourré de potentiel, puis on en manque. Bon, regarde mon truc, on a un autre table, et là, cool, on va faire d'autres choses. Là, on s'est mis à faire plein d'affaires. Dans les 2-3 mois qui ont suivi, on s'est mis à triper. On a trouvé un organisme. Là, je pointe surtout. Je ne pense pas que vous voyez mon curseur, mais je pointe surtout l'image en haut à gauche, à droite, excusez-moi. On s'est mis on a trouvé une entreprise qui s'appelle Jeunes Marins Urbains. Jeunes Marins Urbains, c'est Yves Plante, en fait, le nom du directeur de cet organisme-là. Et Jeunes Marins Urbains a comme intention de vouloir un peu ramener la navigation, le monde de la navigation, le monde de la voile aux citoyens moyens de la ville de Montréal. C'est super intéressant. Ce qu'il fait, c'est absolument capoté. Puis une des choses qu'il fait, c'est qu'il construit des voiliers. Il construit des voiliers distribués. Hein. Donc, c'est le bois de frêne d'Hydro-Québec qui utilise pour créer vraiment la coque du bateau, etc., etc. Puis lui, il cherchait un local pour construire ses bateaux. Là, ces bateaux sont 25 pieds de long, il y habite 12 personnes. Ben, on a dit, OK, viens dans notre local, il est vide de toute façon. Hein? On a une pièce de remplie là, à date. Là. Fait que viens dans notre local. Pendant 1 an, il est resté dans notre local. On s'est mis à construire vraiment des frames de bateaux. Comme je vous dis, on avait une steamer, ce qu'on appelle, pour venir piller le bois, cintrer le bois. Donc, on s'était créé des caparis, on cintrait le bois comme ça, du bois de frêne. C'est vraiment, vraiment extraordinaire. On s'est mis à créer des meubles, on s'est mis à créer, vous avez le porte-manteau arbre, qui est une œuvre d'art à nos yeux. Nous, on l'aime beaucoup. Là. Encore une fois, tout ça, c'est tout des matières résiduelles, donc ça me parle énormément. Et pendant ce temps, pendant qu'on se forme, nous, l'équipe, à comprendre c'est quoi une machine, c'est quoi ouvrir un lab d'une façon, d'un point de vue extrêmement infrastructure, bien, on commence à recevoir des classes aussi, on commence à recevoir une communauté. Et soudainement, cette communauté-là peut profiter de nous-mêmes. Et ça crée quelque chose d'assez magique à tous les points de vue. Je vais vous parler du point de vue économique, par exemple. Combien ça nous a coûté tout ça? Très, très peu quand on y pense réalistiquement. Bien sûr, ce qui a coûté le plus d'argent là-dedans, c'est notre temps. Je vais me mettre en plein écran. C'est le temps humain, hein, mon salaire, le salaire de ma collègue Annie. Mais le temps, un organisme qui investit dans la formation de ses employés, pour moi, c'est un investissement, hein, littéralement. Donc, oui, ça l'a coûté un certain montant, qu'on aurait peut-être pu acheter une table et arrêter en plastique, on aurait été content, ça aurait coûté moins cher. OK. Mais là, soudainement, on fait en parallèle à la fabrication du laboratoire, on avait la formation de notre personnel au niveau machinerie un peu, puis aussi au niveau design, puis aussi au niveau. Et pour moi, comme je viens de dire, c'est un investissement infini. Ce qui fait aujourd'hui en sorte que EcoFab, Annie et moi, là, je ne vais pas me vanter trop, mais on est tout à fait en mesure de parler à des gens de l'industrie, puis on comprend le vocabulaire, puis on est en mesure de vraiment, vraiment se situer dans le milieu de la fabrication. Le pont, là, on le fait le pont entre l'industriel et le citoyen, puis ça me fait absolument capoter. Donc, ce que je veux en venir avec tout ça, ce que je veux en venir avec tout ça, et là, je vous montre une des merveilleuses fabrications qu'on a faites l'année passée, qui est un peu l'aboutissement de tout ce que je vous dis, qui est notre zone. Hein. Donc, le zone que vous voyez, là, la photo, c'est 17 pieds de haut. Okay? Donc, c'est très, très haut. C'est à peu près 2 étages là, de votre appartement, disons. Et c'est, encore une fois, complètement distribué. On a fait ça avec vraiment l'intention un peu de faire un cadeau à notre directrice, en fait, parce que pour elle, le zone, qui est une forme très symbolique, avait une symbolique pour elle depuis toujours. Moi, quand je suis arrivé chez Communauté, elle me disait « je veux un zone, je veux un zone, je veux un zone ».
Elle a parlé d'un zoom imprimé en 3D, mais nous, on a fait un 17 pieds de haut. Euh, puis bon, on a fait affaire avec une entreprise de métallurgie pour les jointures, c'est une entreprise d'organisation sociale qui s'appelle Forme Métal, ils sont extraordinaires pour vraiment créer justement les jointures en acier. On a fait breveter ça par un architecte, breveter ça par un ingénieur. On l'a monté dans le cadre du Campus Fab City 2021. C'est quelque chose qu'on est très fiers. Puis c'est planté où, ça? En ce moment, c'est notre drapeau un peu sur le site de EcoFab Forêt. Donc, chez Communautique, on a l'ambition d'ouvrir un laboratoire en forêt carrément. On s'est acheté un lopin de terre dans la municipalité de Harrington. Donc, peu loin de la chute, c'est à peu près à une demi-heure de la chute. Sur un site qui s'appelle Terra Perma. Terra Perma, c'est un site de 800 acres de terrain où est-ce qu'ils font de la permaculture et du bâtiment. Donc, ils s'intéressent vraiment au monde du bâtiment autonome, le bâtiment plus responsable, etc., etc. Donc, nous, on s'est acheté un lopin de terre sur leur place pour venir porter coup de main un peu à ça et se rapprocher de nos sources et de notre discours, finalement. Parce qu'on parle d'écologie, on parle de développement durable, on parle de beaucoup, beaucoup de choses, mais on est en ville à Montréal. Des fois, on a besoin un peu de se ressourcer puis d'aller voir un peu c'est quoi la matière, comment on la travaille, puis comment on la fait pousser, puis vraiment se former au travers de le monde de la fabrication, ça part de où? Ça part de la matière première. C'est un peu notre intention avec tout ça. Non? On va l'avoir. Donc, le Fab Lab, l'économie d'avenir. Oui, c'est une économie d'avenir à mon sens. Okay? Le Fab Lab est un écosystème qui, partout dans le monde, okay? Il n'y a pas une place dans le monde parce que c'est un système viable. J'aime pas le mot viable parce que oui, on survit bien, là, mais il n'y a pas encore d'avenir promis pour les Fab Labs. Il n'y a pas de. Ça reste encore très pionnier, ça reste embryonnaire, puis ça reste qu'on essaie de se trouver une place dans le milieu politique, un peu dans toutes les zones finalement. Tu sais, on n'est pas dans l'industrie, on n'est pas dans l'éducation, on est un peu partout en même temps. Donc, qu'est-ce que c'est le Fab Lab d'un point de vue économique? Bien, pour moi, c'est vraiment, je parlerais plus d'une économie sociale que d'une économie marchande. Mais pour moi, donc je vais avec les points que j'ai écrits, là, mais ça encourage la créativité locale. Okay? L'idée de créer une symbiose avec les gens, comment les gens qui habitent sur un territoire peuvent apprendre à s'approprier leur territoire et le comprendre et comprendre les différents défis qu'il y a au travers de leur territoire et les différentes limites qu'il y a à travers leur territoire. Je ne me considère pas comme un écologiste et pourtant, je pense que je suis un humain relativement responsable juste par le fait que je travaille dans un Fab Lab. Et par justement ces masses d'informations-là qui viennent me chercher. Fait la promotion de l'économie circulaire. Qu'il ne veut ou pas, parce que le Fab Lab a son identité propre au Fab Lab, dans le sens que EcoFab, c'est pas Benny, puis c'est pas le Fab Lab de Barcelone. Chaque Fab Lab est individuel, est autonome et indépendant, whatever, mais qu'on le veuille ou pas, on fait la promotion de toute la même chose, qui est l'idée que si tu es en mesure de réparer quelque chose, mais tu es en mesure de donner une deuxième vie à un objet, bien, tu viens te responsabiliser par rapport à ce que tu consommes. Le Fab Lab, juste par les outils qu'on donne accès, fait de l'humain, fait du citoyen, fait de l'usager quelqu'un qui s'intéresse à devenir un meilleur humain. C'est même pas prétentieux, on veut même pas ça, c'est juste que c'est ça qui arrive. C'est ça que je trouve magique en Fab Lab, c'est qu'on force rien. C'est un espace de jeu, et le jeu a une belle finalité. Je trouve ça extraordinaire. Moi, ça m'allume. Développement des compétences techniques, j'en ai parlé un peu. On manque de machinistes. On a beaucoup de gens aux études supérieures. On a beaucoup on ne sait pas c'est quoi les jobs. Moi, là, quand je me suis retrouvé sur le marché du travail, je ne savais pas qu'est-ce que je pouvais bien faire dans ma vie. Puis je pense que je n'aurais pas fait ce que j'aurais aimé si je ne serais pas tombé sur Communautique. Donc, l'idée de développer ces connaissances techniques, ces compétences qui sont peut-être moins visitées au travers excusez-moi, viens ici, Monique. Monique, désolé, il y a un problème technique sur YouTube Live. Qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça.
développer des compétences techniques qu'on ne voit pas au travers de notre parcours normal. Excusez-moi, je vais juste... Donne-moi une seconde, je suis vraiment désolé. S'assurer, il y a un bouton, deux petits micros rouges. Oui, un micro de service. Et là, je devrais savoir. Il y a un petit bouton de la caméra. Sur le OBS. Je suis vraiment désolé pour ça, gang. Bon, j'ai perdu mon fil de mon train de pensée, mais bon, l'idée de s'éloigner du parcours naturel des choses, de se laisser visiter des alternatives, pour moi, ça a été majeur dans mon développement. Bien sûr, il y a la réduction de la barrière à l'entrée pour l'entrepreneuriat. Ce qui coûte le plus cher, pour un entrepreneur ou pour quelqu'un qui veut développer un produit ou qui veut penser à une mise en marché, c'est le prototype. Et le prototype que vous vouliez construire 1000 choses ou une chose, c'est à peu près le même prix. Donc, quand on développe quelque chose, qu'on itère sur un projet, le Fab Lab devient un élément qui est majeur dans l'économie directe. Là. Vraiment, si je parlerais à un politicien, je pourrais dire ça. Écoute, ton entrepreneur, il va pouvoir développer son produit, il va apprendre comment ça se fabrique, il va pas savoir l'idée, il va aussi comprendre un peu comment ça se fabrique, il va comprendre donc comment il peut réduire les coûts, il va comprendre comment parler à un sous-traitant, il va comprendre aussi la réalité de créer un produit. Puis, il va comprendre tout ça, mais en l'apprenant. Donc, la charge de l'apprentissage est beaucoup moins chère que la charge d'un industriel. Mais moi, ça me parle. Là, je suis désolé, il y a plein de problèmes techniques derrière moi, parce que je perds complètement mon fil. Mais c'est un peu ça. Est-ce que ça vous allume? J'aurais ça comme question. J'aimerais Ouais. Alors, moi, vraiment, je me retrouve totalement dans ton discours. Du coup, pour ceux que je ne connais pas, j'ai aussi fait la formation Fab Academy en 2021. Et là, je travaille dans un Fab Lab de la ville de Montréal, au Benifab. Et ouais, je me retrouve pleinement dans ce que tu dis, dans le sens où le Fab Lab, en fait, c'est un espace, je le vois aussi comme un espace de jeu avec plein de machines, plein de technologies. En fait, on apprend vraiment tous les jours. Et la finalité qui est derrière, les finalités, parce qu'en fait, il y en a plein. Ça peut être de réparer des objets, ça peut être de créer des nouvelles choses, ça peut être de former des gens à finalement acquérir les mêmes compétences que celles que l'on a et que ces personnes-là deviennent après elles-mêmes autonomes pour faire les mêmes choses finalement. Il y a une chose que je dis souvent quand j'essaie de vendre l'idée, là, c'est que quand on est entre les fabeux, là, mettons, j'étais avec Quentin, Marc, whatever, ce que je dis souvent, c'est on n'arrête pas de se faire croire qu'on est dans le monde de la technologie, mais on est dans le monde de l'humain. Les Fab Labs, on n'est pas en train de changer le monde technologique. On est en train de changer le monde, la vision que l'humain peut avoir en cette technologie-là. De ramener les machines à devenir des outils pour développer le potentiel social et non le potentiel physique. Pour moi, il y a tellement un beau... il y a un chemin qui se dessine, mais il se dessine seulement puis Quentin, je suis sûr que tu vas être d'accord, il se dessine seulement quand tu commences à vraiment être dans un espace. Tu te rends pas compte de la possibilité, du potentiel de ces espaces-là tant aussi longtemps que tu n'es pas en train d'aider quelqu'un avec un projet X, puis tu te rends compte que vous êtes en mesure de... Je suis tellement désolé, mais là, il va falloir que je me lève parce que c'est le fiasco. Donc, Daphné, je suis content de savoir que tu trouves ça inspirant. Je vais... Ben oui, je trouve ça vraiment fascinant. Merci de la présentation. Je vois que tu es en train de partir dans une urgence. Mais moi, ça m'intéresserait vraiment de poursuivre la conversation. Je n'étais pas du tout connaissante justement de l'univers des Fab Labs et je pense qu'il y a vraiment des arrimages forts à faire là, avec les tiers-lieux. Donc, je vais vraiment essayer de te recontacter. Ben écoute, la dernière chose que je vais faire avant que je me mette à courir, parce que ma boss me regarde avec comme des yeux rouges, c'est vous laisser mon adresse courriel. Je viens de le mettre dans le chat. Je te laisse faire copier-coller avant que je termine.
Merci. Puis, hésite surtout pas, là, ça va me faire vraiment plaisir. Là. Excellent. Ben, je vais te contacter, c'est sûr. Bonne chance avec les urgences. C'est bon. Merci beaucoup, Gag. Ouais, merci François. Et Merci, pareil, bye, je pense bye, que bye. je pense que je te réécrirai aussi pour nous Oui, discuter de oui, quelques sujets. n'hésitez pas. Ah, bon, c'est OK, c'est réglé, tout est beau, génial, bon. Ben, C'est écoutez, réglé. j'ai quand même pas mal fini, fait qu'en moins ça a l'air que c'est réglé. Fait qu'en moins qu'il y ait quoi que ce soit, je vais vous laisser aller, mais sinon, on peut pas se discuter ça. Ouais, après, moi François, je me posais un peu des questions aujourd'hui. Tu vois, enfin, j'ai l'impression que la synergie, finalement, entre les Fab Labs, elle a quand même un petit peu de mal à prendre. Enfin, tu vois que finalement, chaque Fab Lab recrée un peu certaines choses de manière indépendante et je trouve ça un petit peu dommage dans le sens où en fait, le but, ce serait tellement de partager toutes ces connaissances-là. Enfin, quand tu fais un travail pour caractériser une machine, bah, finalement, il faudrait qu'une fois que ce travail il est fait, que ça bénéficie à tout le monde. Ouais. Et Oui, vas-y, continue. ouais, j'ai l'impression qu'en fait, voilà, il y a des wikis qui sont mis en place, il y a ces choses-là, mais j'ai l'impression que c'est aujourd'hui pas utilisé euh, à la hauteur où ça devrait l'être, en fait. Je ne peux qu'être d'accord avec toi dans le sens que ça peut toujours être mieux. Par contre, comment dire? C'est sûr que j'ai quand même un poste chez Falab Québec, donc je veux rendre ça positif. Là. Mais ce l'est quand même, dans le sens que je pense que quand on a les pieds dans quelque chose, on voit plus le négatif que le positif. Là, on trouve qu'il n'y a pas assez de participation. On trouve que telle plateforme n'est pas assez de... La réalité des choses, c'est que on est un écosystème qui est naissant. EcoFab a 12 ans, c'est déjà jeune, mais à part ça, là, je vais parler du Québec, okay? Mais EcoFab a 12 ans, c'est déjà jeune, mais à part ça, les laboratoires ont 4, 3, 4 ans, 5 ans, max, max, max. Tu sais. Puis, il y a cette idée-là que c'est plate à dire, là, mais il y a un manque de financement. On ne peut pas. Tu sais, tout ce qu'on promouvoit, Quentin, on a quand même besoin de gens pour le faire. Tu sais. Ouais, je me rends bien compte. Fait qu'il y a vraiment ce clash-là entre, pour moi, le désir, puis le potentiel, puis voyons, la compétence est là. Tout est là, tout est mis sur place. Ce qui nous manque peut-être, c'est la façon de concrétiser, hein, puis de rallier les gens, mais c'est sûr que c'est difficile. Regarde, juste d'un point de vue géographique, la grosseur du territoire, je ne parle même pas de l'international, je parle du Québec, la grosseur du territoire, comment on rassemble tout le monde. Après ça, l'usage des plateformes, le wiki, c'est cool, on le pousse le wiki, puis tu n'étais pas là, hein, Quentin, dernière rencontre de Falab Québec? Non, j'étais pas là. Mais tu aurais été surpris de voir le nombre de visites qu'on a sur le wiki. Nous, on tombait dans les 100 quelques mille Okay. depuis sa naissance, là, je veux dire. Là. Mais c'est ça, c'est que je pense qu'on faut juste se laisser le temps. Moi, du moins, c'est ça mon vocabulaire. Il faut se laisser le temps, puis il faut aussi réussir à aller chercher les sphères politiques pour qu'ils nous reconnaissent. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que les Fab Labs aujourd'hui, ils cherchent un petit peu leur place, que, comme tu dis, ils appartiennent ni au monde de l'éducation, ni au monde de la production. Ils sont un peu l'interface de tout le monde, en fait. C'est ça. Et voilà, et même, enfin, on se rend compte quand on parle avec les gens qui disent, voilà, tu fais quoi comme travail? Tu dis, je suis dans un Fab Lab. Certains ont entendu le mot, mais sans forcément savoir ce que c'est. Ouais. Enfin, voilà, aujourd'hui, c'est quand même pas non plus un espace qui est très connu non plus du grand public, en fait. Non, mais Donc, en mais même ça va temps, venir, mais je suis convaincu que ça va venir très rapidement parce que une fois qu'on va vraiment, enfin, que les politiques vont comprendre, je pense, le potentiel de ce qui peut être fait dans ces espaces-là, je pense que ça va, oui, ça va exploser. Enfin, l'avenir, c'est plutôt pour prometteur, moi, je pense. pour moi, c'est un espace inévitable. Le Fab Lab, là, c'est inévitable. Avec tout ce qui s'en vient, avec tout ce qui est déjà le cas, tu sais, quand la communauté a parti EcoFab, il avait fait une espèce d'étude de marché. Là, je ne veux pas dire n'importe quoi parce que je n'étais pas là à l'époque, là, mais il avait analysé un peu le Fab Lab et c'est quoi, premièrement, parce que ça n'existait pas encore tant que ça. Peut-être 200-300 sur la planète. C'est quoi, puis c'est quand. C'est quand que ça va avoir effet. Puis on avait analysé que ça allait prendre une quinzaine d'années avant que le Fab Lab ait un impact sur la société directe. OK? Tu vois, aujourd'hui, EcoFab a 12 ans, puis on a vu que, je parle d'EcoFab parce que c'est mon laboratoire, mais il y a toutes sortes de laboratoires aussi, là, mais EcoFab a 12 ans,
Puis, on voit déjà qu'il y a eu des impacts majeurs. Je vais donner un exemple très clair. Puis, Quentin, je sais que tu le sais, mais quand les visières sont arrivées, quand la pandémie est arrivée, Ecofab a réussi à se retourner sur un dizaine et à fabriquer 35 000 visières de protection. Et non seulement on a fait 35 000 visières de protection pour l'hôpital Sacré-Cœur, mais en plus, c'était, là, c'est pas moi qui le dis, les meilleures visières. Okay? Puis qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on a fait les meilleures visières? C'est pas parce que j'ai designé la visière de rêve. Moi je l'ai faite sur le tas, puis le kit. Non, c'est parce que je suis parti d'une visière qui existait déjà, hein, qui était libre de droit, puis je l'ai adaptée aux besoins de notre hôpital qu'on visait. Puis on était sur le terrain avec les infirmières, avec les docteurs, avec les chirurgiens pour dire voici ce qui manque, voici ce qu'il faut, puis on était sur le coup. Non seulement ça, mais il y avait Bombardier, il y avait toutes sortes de monde qui faisaient des visières, sauf que la matière n'existait plus. Même si on aurait voulu, il n'y avait plus de plastique. Il n'y avait plus de plastique. On a appelé partout, il n'y en avait plus. Qu'est-ce qui a réussi à faire en sorte qu'on arrive à faire les visières? Bien, premièrement, c'est la force de lever du communautaire. Là, nous, on est communautaires, moi, j'y crois beaucoup communautaire, de réussir à soulever au-dessus de 135 bénévoles qui sont venus participer avec nous. Marc Lemaire, qui dans la conférence était avec moi sur le terrain, le premier front à avoir les masques à gaz pour qu'on faisait du laser. Mais aussi parce que quand on a fait un appel au plastique, bien là, on avait une feuille par-ci, une feuille par-là. Radio-Canada avait tant de feuilles à donner. L'artisan avait 2-3 feuilles à donner. Puis on a réussi à accumuler de la matière que les industriels n'arrivaient pas à trouver parce qu'ils ne connaissent pas les particuliers. Ils connaissent juste les producteurs, les fournisseurs. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, clairement. Il y a, pour moi, le découragement qu'on a en Fab Lab, des fois, ça arrive à tout le monde, de trouver que ça va trop lent ou quoi que ce soit. Je pense que c'est parce qu'on est en Fab Lab, Quentin, qu'on l'a, et non parce qu'on est à l'extérieur. Parce que ceux qui sont à l'extérieur trouvent que ça va vite, trouvent qu'il y a plein de potentiel, trouvent qu'on est excellent dans ce qu'on fait. Sur la scène, sur n'importe quelle autre scène. Donc, merci, Daphné. Merci. N'hésite pas à me contacter. Mais c'est ça, Quentin, il y a cette notion-là de... Je pense qu'il faut se laisser le temps. Quand on se laisse le temps, on se rend compte qu'il y a des projets, il y a des figures de cas qui font en sorte que, oui, le Fab Lab est en train de se positionner, mais il n'est pas encore positionné, il est en train de se positionner. Ah ouais, en tout cas, il a clairement sa place et puis il la trouvera, j'en suis convaincu. Ouais. OK. Ouais. Bah, écoute, François, je te remercie pour la conférence. Moi, je voulais aussi écouter une autre conférence qui a déjà démarré sur la blockchain, donc je pense que je vais... Oui, Geoffroy, mais d'ailleurs, je vais aller, c'est là qu'il faut que j'aille aider. OK. C'est bon, Bon. Quentin. Bah, merci encore à toi et puis Merci, à une bye. prochaine, avec plaisir. Salut. Bye.